Et bonjour à tous et bienvenue dans Entrevue sur la web télé de l'Université de Nîmes. Bienvenue pour cette nouvelle émission. Donc, c'est la deuxième édition de Entrevue puisqu'on avait eu la chance de recevoir Morgane Hortin d'Amour Solitaire qui tient le compte Instagram qui était déjà présente sur cette émission. Donc aujourd'hui, on se retrouve donc avec Tom. Bonjour Tom. Bonjour Yannick. Donc Tom qui est étudiant en lettres, donc en master de humanité des industries créatives. Humanité, industrie créative, c'est ça. Voilà. Donc Tom, donc on se retrouve pour cette nouvelle émission. C'est ça pour cette nouvelle émission. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Entrevue, alors il y a le Vue de Vue du Nîmes qui était notre petit talk show hebdomadaire. Donc pour l'instant on n'est que deux, mais on va être rejoint dans pas longtemps par les autres participants réguliers à cette émission, Monsieur Roig et Monsieur Leroy. Et aujourd'hui, on a une entrevue exceptionnelle. Donc l'entrevue, le concept, c'est de faire une interview, de discuter avec une invitée, avec, comme tu l'as dit, Anne-Sophie Barthès, du coup, qui est DGCIP, donc qui nous fait l'honneur de nous faire une visite à l'Université de Nîmes aujourd'hui. C'est ça. Et donc Anne-Sophie Barthès, qui travaille donc au ministère dans l'enseignement supérieur, qui nous avait fait un petit clin d'œil quand on avait lancé la chaîne Twitch. Donc on avait trouvé ça normal de lui proposer une émission quand on a appris qu'elle venait sur site. On a préparé un super plateau. Si on peut montrer le plan avec le plan large pour montrer un petit peu le setup qu'on a préparé pour cette émission. Si je peux me permettre, voilà. Ça claque. Ah ouais, c'est quand même quelque chose. On a de jolis fauteuils rouges. Voilà, tout est bien en place. Donc voilà, donc cette émission ce sera surtout l'occasion d'échanges avec la principale intéressée qui aura une petite demi-heure à nous consacrer. Donc on s'est dit qu'on allait commencer juste entre nous pour vous donner quelques infos, quelques actus qu'on avait à vous faire passer, pour vous présenter l'émission. Donc je vous propose peut-être juste pour cadrer un petit peu, pour ne pas forcément passer trop de temps sur ça avec l'invité, pour aller peut-être plus au fond des choses rapidement, de vous présenter très rapidement ce qu'est la DGCIP et ce que représente cette visite pour l'Université de Nîmes. Donc DGCIP, c'est l'acronyme de Direction Générale de l'Enseignement Supérieur et de l'Insertion Professionnelle. Donc à la tête, on retrouve Anne-Sophie Barthès qui est notre invitée du jour. Donc en gros, la DGCIP, c'est un service du ministère, un des principaux services du ministère. On a l'équivalent de cette direction pour la recherche et l'innovation aussi, qui est une autre grande direction du ministère. Et donc pour la DGCIP, elle est chargée de mener des actions pour promouvoir la réussite de tous les étudiants. Elle permet de mettre en place et de mettre en œuvre la réglementation qui est applicable aux universités. Elle elle contribue à l'attribution des moyens aux établissements également. Et donc pour nous, en fait, cette visite d'aujourd'hui, elle a un retentissement tout particulier parce que c'est finalement le ministère qui se déplace à l'Université de Nîmes. Ça ne se produit pas si souvent que ça, d'avoir des représentants du ministère qui viennent dans les universités. Et donc l'idée, c'est que ça nous permet aussi, nous, de faire découvrir notre établissement, de montrer quelles sont nos grandes évolutions qui sont en cours, là, et puis d'expliquer un petit peu où on en est de notre développement et d'avoir une oreille attentive du ministère sur une journée qui nous est dédiée. Donc voilà, pour nous, c'est quelque chose qui est très important, une visite de ministère. Et voilà. La participation à l'émission, ça va permettre aussi de donner un petit peu de l'information à toute la communauté élargie, on va dire, de l'Université de Nîmes, de savoir comment se passe la visite, quelles sont les attentes, comment tout ça peut se passer, sur quoi ça peut aboutir, qu'est-ce qu'en retiennent les membres de la délégation de la DGCIP. Salut Luc sur le plateau, merci pour le plateau. Effectivement, on a fait de gros efforts pour ça. Donc oui, pendant toute la durée de l'interview qui aura lieu un petit peu plus tard, vous aurez la possibilité de poser vos questions sur le chat. On n'aura peut-être pas la possibilité de toutes les poser, mais n'hésitez surtout pas, ça peut orienter le débat un petit peu. C'est toujours super intéressant d'avoir un petit peu des contributions de personnes qui connaissent l'Université de Nîmes aussi pour orienter un petit peu les débats. Voilà en gros sur ce que je voulais vous expliquer pour que vous compreniez un peu plus les enjeux de cette visite chez nous. Et du coup, oui, pour cette visite et pour cette émission, on reçoit Anne-Sophie Barthès et sa délégation.
Donc pour les gens qui ne la connaissent pas, pour poser un petit peu le personnage, on va dire, donc Anne-Sophie Barthès, donc elle est directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle, comme tu l'as dit. Donc elle est professeure agrégée des facultés de droit, c'est une docteure en droit, qui a notamment fait carrière à l'université de Cergy-Pontoise, dont elle a été vice-présidente du conseil d'administration et vice-présidente stratégie et développement, dont elle a été doyenne. Elle a aussi été présidente de la commu de l'université Paris-Seine pendant 3 ans, de 2014 à 2017. Et ensuite, elle a été conseillère au cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Et aujourd'hui, elle est du coup directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle. Donc voilà, on la recevra un petit peu plus tard. C'est vraiment un plaisir d'avoir une personnalité comme ça pour cette entrevue. Et en attendant de la recevoir, nous vous a préparé des petites chroniques que les habitués de Vue du Nîmes connaissent, évidemment. Oui, tout à fait. Tout à fait. Voilà. Mais c'est vrai qu'Anne-Sophie Barthès, c'est quelqu'un qui connaît très bien le monde universitaire, puisque c'est une universitaire à l'origine qui, donc comme pas mal d'universitaires, ont quelques attributions administratives, ils ont des mandats dans les conseils, ils ont en charge quelques commissions, des choses comme ça. Et puis voilà, elle a fait ce choix aussi de développer son activité sur le monde de l'enseignement supérieur plutôt du côté du ministère. Mais ça en fait quelqu'un qui est quand même très connecté avec la réalité de l'enseignement supérieur, parce qu'elle a quand même une carrière non négligeable, on ne va pas dire très longue, mais elle a quand même une vraie carrière à l'université. Elle est professeure des universités, donc c'est quelqu'un qui connaît très bien les établissements, qui connaît les problématiques qu'on peut rencontrer dans les établissements. Donc c'est quand même une chance aussi d'avoir ce genre d'interlocuteur pour nous au ministère. Et donc c'est quelqu'un qui en plus est très attaché à mettre en avant les initiatives locales, les jolis projets. Donc à n'en pas douter, on aura pas mal de choses qui lui plairont à l'université de Nîmes. Voilà, donc on va effectivement, comme le disait Tom, on va commencer avec la première rubrique, qui est une rubrique habituelle de cette émission, enfin du talk show Vue du Nîmes qu'on a décliné pour entrevue. Donc on va passer à la rubrique Ça se passe à côté. Voilà, donc la rubrique Ça se passe à côté, c'est simplement une petite rubrique pour vous indiquer les petites initiatives locales qu'on a appréciées, des choses pour vous occuper le week-end ou là pendant les vacances à venir, puisqu'on ne se retrouvera pas avant la rentrée. Donc j'ai sélectionné pour vous quelques petites animations que vous allez pouvoir retrouver au niveau local et qui ne se passent pas très loin. Au plus loin, ça reste quand même dans le département. Donc vous allez pouvoir sortir un petit peu avec vraiment une offre qui est intéressante. Donc là, on m'a appris qu'il y avait un festival que je ne connaissais pas du tout, qui s'appelle Une salle sous les étoiles. Donc vous retrouvez toutes les informations sur le site internet unesallessouslesétoiles.fr, tout attaché. Donc c'est quelque chose qui a quelques années, c'est assez récent. Et donc en fait, ça se passe au centre-ville de Nîmes, c'est au cloître des Jésuites, en plein cœur du centre-ville, c'est à côté du musée d'histoire naturelle. Donc vous retrouvez là plusieurs dates. Bon, je vais vous en donner quelques-unes, mais vous avez plusieurs dates où en fait dans les soirées, vous avez une organisation avec en général un concert qui est proposé et à la suite une séance de cinéma en plein air avec des films pas forcément, des films récents mais pas forcément des films qui sont à l'affiche aujourd'hui. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui peut être très sympa. Donc on retrouve ce soir, il y a une séance et demain aussi. Donc ce soir c'est Chicken Run, le film qui est diffusé. Et le spectacle qui est à côté, ce sera une battle hip-hop et un showcase dance hip-hop. Donc voilà, c'est pour les intéressés. Je pense qu'il reste des places. Les inscriptions se font en ligne sur le site que je vous ai donné, unesallessouslesétoiles.fr. Demain, une petite recommandation personnelle, c'est la diffusion de Mud, le film, avec un concert folk de Forest Pookie. Donc c'est demain à 20h aussi. Je pense qu'il reste des places aussi pour ça. Donc n'hésitez pas à aller réserver. Le tarif est unique, c'est un tarif de 6 € pour la séance. Donc c'est vraiment très abordable et ça fait une soirée très sympa dans un cadre vraiment, c'est vraiment un cadre magnifique. Il y a le cloître des Jésuites en plus, donc on ne peut que le recommander très chaudement. Je ne sais pas, Tom, il y a des choses qui te tentent sur cette programmation? Alors moi, je suis un très très grand fan de Chicken Run, faut le savoir, donc forcément ça me parle.
Après, c'est vrai que le concept déjà de voir un film à prix unique, c'est quelque chose qui est très tentant. Et ouais, en plus, il y a l'air d'avoir une très belle programmation, donc ça vaut le coup de regarder. Ça se termine quand, du coup? C'est le 26, la dernière diffusion avec Mad Max Fury Road qui est diffusé. J'ai pas noté le concert qui est à côté, mais voilà, donc vous avez et puis c'est pas, enfin il y a pas mal de dates toutes les semaines. Donc n'hésitez pas à aller voir sur le site directement. Donc voilà pour cette première recommandation. Ensuite, juste un petit mot, même si les Nîmois le savent très bien, on a les jeudis de Nîmes qui ont repris depuis le 1er juillet. Donc voilà, donc ça vous savez, c'est des concerts, marchés nocturnes. Ça dure tout l'été sur le centre-ville de Nîmes. Donc voilà, pour ceux qui sont un peu excentrés et qui n'ont jamais tenté l'expérience des jeudis de Nîmes, on vous recommande très vivement d'aller y faire un tour. C'est très agréable, très festif. C'est vraiment tout public, familial. Vous pouvez très bien amener toute la famille dans ce genre d'événement. Donc voilà, c'était un petit rappel, mais tout le monde connaît. C'est la 27e édition cette année des Jeudis de Nîmes. Ça commence à faire un petit moment que ça existe. Et ensuite, presque avant-dernière recommandation. Bon, là, ça va être très large, mais j'ai ciblé quelques petites choses. Donc on a pour un peu plus au nord dans le Gard. Un peu plus au nord, donc du côté d'Alès, on a le lancement de Estivales qui a eu lieu. Donc c'est en gros un festival, on va dire. Donc c'est un regroupement de toutes les animations que vous pouvez trouver sur le bassin alésien, très élargi pendant tout l'été. Donc c'est vraiment bien. Rien que le travail de regroupement de toutes les informations est assez colossal. Donc vous retrouvez ça sur le site estive-alès.fr. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Donc il y a des concerts avec des musiques vraiment de tout genre. On a de la musique classique, du jazz manouche, du rock, du swing, du funk, du hip-hop. On retrouve un petit peu de tout au long de l'été. Il y a un ciné-drive qui est organisé à 6 € la place aussi. Je crois que c'est au pôle mécanique d'Alès, le ciné-drive, avec des séances. Par contre, c'est des films actuels qui sont à l'affiche, là, qui sont diffusés. Donc on retrouve... j'ai vu qu'il y avait OSS 117, en fait tous les films qui sont là et qui vont sortir là tout de suite. Black Widow, Annette peut-être aussi. Annette y est, oui. Dans les gros films. Oui, complètement. Et, je crois que c'est un des premiers qui est diffusé d'ailleurs. Annette. Donc oui, c'est bon. Après c'est un cadre très sympa. Ça change un petit peu. On a aussi un cinéma de plein air qui est organisé. Donc là c'est itinérant. On retrouve des séances un peu dans tous les villages aux alentours d'Alès. Et ensuite, on a des spectacles et des représentations pendant tout l'été. Et là, j'ai mis juste le focus sur une de ces représentations qui a lieu à Mialet. Donc, c'est le son et lumière de Luther à Luther King. C'est une histoire de la liberté de conscience. Donc, on a 180 comédiens, je crois, qui sont sur cette représentation. Donc, c'est vraiment quelque chose de grandiose, en fait. C'est des super costumes, une grosse scénarisation, une immense mise en scène. C'est vraiment un super show que vous retrouvez du 16 au 18 juillet 2021 à Mialet. Donc c'est aux alentours d'Alès aussi. Vous êtes à 15-20 minutes d'Alès maximum pour vous y rendre. Ça vaut vraiment le coup. C'est vraiment un super show dans un super décor. C'est à la châtaigneraie du Mas-Soubeyran pour ceux qui seraient intéressés. Et donc vous retrouvez toutes les infos sur Estivales. Et voilà, donc pour cette fois-ci, la dernière recommandation que je voulais vous faire, parce que c'est un festival, enfin un événement qui n'a pas pu avoir lieu l'année dernière, ce n'est pas une Trans Sevenol, donc cette année, ce n'est toujours pas une Trans Sevenol, du 16 au 18 juillet aussi, donc il faudra choisir où faire les deux. Donc c'est sur un week-end avec des concerts et l'art de rue qui est mis à l'honneur, c'est à Sumène. Toujours dans le Gard. Donc on recommande aussi très chaudement. Avec vendredi, j'ai noté, il y a Rome Castera et Laetitia Sheriff en concert, par exemple. Après, vous avez la programmation aussi sur le site. Ceci n'est toujours pas une Trans Sevenol. Donc voilà, petite recommandation qui est un peu plus longue que d'habitude parce que c'est notre dernière session avant de vous abandonner pour tout l'été. Donc là, vous avez de quoi vous occuper pour un petit moment. Une belle offre culturelle. Cette année, on a vraiment de quoi faire des belles sorties. On a essayé pour à peu près tout de cibler des animations à des tarifs abordables parce que bon, voilà, on s'adresse
surtout à nos étudiants. On sait les conditions économiques, donc voilà, on essaie de cibler les choses là. Donc, tout n'est pas gratuit. Il y a certaines choses qui sont gratuites, hein, notamment sur Estivales, parce que c'est très large. En fait, vous avez des animations gratuites et il y a aussi pas mal d'animations qui sont à des tarifs très, très réduits. Donc ça permet de pouvoir cibler deux ou trois spectacles dans l'été. Voilà. C'est tout pour moi et pour cette rubrique. Ça se passe à côté. Je ne sais pas, Tom, tu as des réflexions? Non, franchement, le programme a l'air vachement intéressant. Enfin, personnellement, je connaissais quasiment rien dans ce que tu as présenté, donc je pense que ça vaut le coup de jeter un œil pour trouver des choses sympas à faire cet été. En plus, là, on commence à être en vacances pour la plupart, donc c'est l'occasion de sortir, de profiter un peu. Donc, merci. Avec plaisir, merci beaucoup. Et donc, du coup, on va passer à la rubrique suivante. Avant de passer à la rubrique suivante, il me semble qu'il y a un truc qu'on n'a pas réglé avant l'émission. Effectivement. Parce qu'on s'est disputé la semaine dernière pour savoir qui allait poser la première question. C'est vrai. Et on l'a pas réglé, ça. On n'a pas réglé. Pour la première question, Anne-Sophie Barthès, parce qu'on a tous les deux très envie de poser cette première question. On a plein de questions et c'est vrai que bon, on ne sait pas trop comment ça va se passer. C'est ça. Moi, j'ai pas voulu jouer d'argument d'autorité. Voilà, mais bon, j'aurais trouvé normal quand même que tu me laisses poser la première question. Oui, mais après, tu vois, je peux aussi laisser les étudiants un peu. D'accord, mais ça, je veux bien l'entendre, mais là, c'est quand même. Voilà, c'est la DGCIP, c'est quelqu'un du ministère. Bon, je trouvais ça normal. Écoute, au pire, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un pierre feuille ciseaux. Ok, on règle ça au Shifumi. On règle ça au Shifumi et on voit ce qu'on fait. Celui qui gagne. En un coup. En un coup, celui qui gagne pose la première question. Ok, ça te va? Allez. Shifumi. Bien joué. Merci. Voilà, donc c'est l'autorité naturelle qui a parlé. C'est ça, exactement. Voilà. Donc j'aurai l'honneur de poser la première question. Évidemment. Malgré tes stratégies. Écoute, essayer de m'influencer pour me. Voilà, moi j'essaie, je propose. Voilà, c'est tout. Bon bah du coup, j'ai gagné donc la feuille balle à pierre pour rappel des règles. Donc voilà. Du coup, tant pis pour moi. Et puis et puis du coup, c'est la minute geek. Donc du coup, pour cette dernière minute geek de l'année, j'ai voulu revenir rapidement, comme chaque semaine, sur l'actualité un peu d'Internet de la semaine. Alors bon, forcément, cette semaine, Internet a été très très marqué par plein de tweets, de publications autour du football, avec la finale de l'Euro qui s'est déroulée l'an dernier. Petite émission sympa à revoir si vous ne l'avez pas vue. Enfin, petite émission, non, grosse émission très sympa. Si vous ne l'avez pas vu, jeudi dernier a eu lieu Touche pas à ma map, qui était une émission en live sur GeoGuessr, donc du coup avec plusieurs streamers. On peut noter entre autres Ponce, Ultia, Damdam, Zerator, Aipierre qui était présent, entre autres évidemment Antoine Daniel, je ne vais pas tous les citer. Donc GeoGuessr, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu tout simplement où on est lâché à un endroit au hasard sur Terre via la Street View de Google Maps. Et puis, juste en utilisant les indices visuels qu'on a, on doit retrouver avec précision où est-ce qu'on est dans le monde, sur la carte, dans quelle rue, devant quel endroit. Donc voilà, une émission très sympa. Si vous ne connaissez pas GeoGuessr, ça reste très accessible et tout à fait sympa à regarder. Si vous ne connaissez pas les streamers, c'est une occasion de les découvrir. Donc voilà, touche pas à ma map, c'est quelque chose de chouette. Et puis on m'a demandé de parler un petit peu, de donner des petites recommandations pour cet été. Alors c'est difficile de savoir ce qui va se passer sur Internet cet été, étant donné que généralement, en été, il y a moins de contenus qui sont publiés. Et du coup, je me suis dit que j'allais vous recommander quelques vidéos, quelques chaînes dont j'ai envie de vous parler, des vidéos qui sont sorties récemment, des choses comme ça. Donc du coup, tout d'abord, je ne sais pas si tu te rappelles, Yannick, il y a quelques temps, dans Vue du Nîmes, j'avais parlé de Nexus 6, une chaîne qui parle de science-fiction. Et dans un univers de science-fiction, et bien l'épisode. C'est pas celui avec le vaisseau spatial. Avec le vaisseau spatial. Qui s'appelle, c'est le nom du vaisseau, non? Le Nexus 6, c'est le nom du vaisseau, exactement. Donc le capitaine et son équipage qui nous emmènent dans un univers de fiction. L'épisode 7, le premier épisode d'une grande trilogie, est sorti. Ça parle du 5e élément et ça casse complètement tous les codes. C'est de la fiction, de la chronique. C'est très très bien réalisé. C'est absolument un bonheur à regarder. En fait, c'était le capitaine qui était donc c'est à quelle date ça se passe à peu près? Ça se passe dans un ou deux siècles, ouais, dans un futur lointain. Oui.
Et en fait, le capitaine du vaisseau est fan du cinéma d'aujourd'hui. C'est ça, en fait. Et Le du coup, capitaine du vaisseau vient de notre époque et il fait des D'accord. Ah, il chroniques vient sur le cinéma d'aujourd'hui. D'accord. Donc voilà, citoyennes et citoyens, n'hésitez pas à aller regarder la dernière vidéo du Nexus 6. C'est vraiment exceptionnel en termes de qualité et de production. Donc c'est très très chouette. Autre recommandation dans les vidéos qui sont sorties cette semaine, c'est une vidéo de François Terrel, donc, que vous connaissez peut-être en tant que fossoyeur de films, qui a sorti une vidéo qui s'appelle Le Gag Ultime, où il décortique les films de ce qu'il appelle les As, donc David Zucker, Jim Abraham et Jerry Zucker, qui ont réalisé notamment la série des Y a-t-il un flic. Donc voilà, c'est très très sympa. Une vidéo qui parle de cinéma, qui parle de comédie, qui parle de rythme de montage, avec des petites coupures très drôles, très sympas. C'est François Terrel, moi c'est un des vidéastes que j'apprécie le plus, donc à regarder. Et également, alors ça c'est pour les gens qui sont vraiment pour le côté geek de la Minute Geek, on a Alt 236, alors qui est une chaîne assez particulière qui parle, en fait, qui fait des chroniques sur la fiction. Il y a plusieurs concepts. Il y a Stendhal Syndrome, où on présente des œuvres qui sont déroutantes, un petit peu étonnantes. Et il y a Mythologix, qui est, je pense, le format phare, dans lequel il va vous présenter un univers de fiction en profondeur, parler de pourquoi cet univers l'a marqué. Généralement, c'est des univers un peu sombres. Il y a de la dark fantasy. Il y a eu des vidéos sur Hellraiser, Berserk, ce genre de choses. Et il vient de sortir une vidéo sur Magic the Gathering, donc le jeu de cartes à jouer et à collectionner. Une vidéo de 2 heures sur l'univers de Magic, son histoire, comment il fonctionne, en collaboration avec Maxwell, qui est un autre vidéaste. Donc une vidéo absolument exceptionnelle que je vous recommande évidemment, avec la chaîne d'Alt 236. Alors c'est des vidéos qui sont assez longues, mais avec un rythme super sympa. Si vous cherchez des trucs avec des connaissances un peu moins geek, on va dire, un peu plus générales, le Vortex, alors je ne sais pas si tu connais le Vortex, Yannick. Oui. Voilà, le Vortex qui est une chaîne. Ça passait sur Arte. Oui, c'est ça, une chaîne en collaboration avec Arte, où c'est un groupe de vidéastes qui font une série de vidéos. Il y a un petit scénario derrière et c'est des vidéos de vulgarisation qui sont très très chouettes. Donc la dernière saison là est toujours en cours. Donc n'hésitez pas à aller voir, ça parle de biologie, ça parle d'histoire, ça parle de linguistique, ça parle de géographie. C'est super cool, super intéressant. Et ça parle surtout de droit. Et ça parle avec de des droit. super vidéos de vulgarisation de notions juridiques. Vraiment, cette année avec Angle Droit d'ailleurs qui fait partie. Oui, mais je crois qu'elle faisait déjà. Ouais, l'an dernier. Et effectivement, moi j'ai vu quelques vidéos de vulgarisation qui sont quand même très précises, très bien faites. Vraiment très bon choix, le Vortex. Je te fais confiance là-dessus. Et puis pour des choses un petit peu plus festives, on va dire une autre chaîne que j'apprécie tout particulièrement, Une bière et j'y vais. Donc JV, J-I-V-A-Y. JV, c'est un vidéaste montpelliérain, si je ne me trompe pas, qui parle de bière et qui utilise la bière pour parler de plein de choses, donc de l'histoire, de la technique, de la science, des recommandations. C'est une chaîne qui est super intéressante et qui, avec un thème qui, de premier abord, peut paraître simple et un peu trivial, arrive à faire plein de vidéos super sympas. Donc évidemment, une autre chaîne à voir, même si, pour le citer, évidemment, rappelons-le, l'alcool c'est bon, mais il faut en abuser avec modération. Et enfin, je me suis dit que voilà, pour ne pas en abuser. Ou ne pas en abuser. Bien sûr. Et évidemment, je voulais aussi vous recommander pour les gens qui nous regardent et qui peut-être ne sont pas familiers avec l'univers d'Internet, des vidéastes, YouTube, Twitch, tout ça, des recommandations d'émissions qui pour moi font partie on va dire du top des meilleures émissions qui ont été produites sur l'Internet français. Alors j'ai déjà parlé de François Terrel, donc évidemment le fossoyeur de films à regarder, c'est des chroniques fiction qui parlent de cinéma de genre, super intéressant, absolument passionnant. Pour rester dans le cinéma, on a également Crost et Chroma, donc je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler. Non, ça, je connais pas. Donc à l'époque, Crost c'est une vieille émission, c'était l'époque de jeuxvideo.com où il y avait encore beaucoup de vidéastes. Crost c'est une émission qui parle de cinéma en lien avec le jeu vidéo. Il y a eu 28 épisodes. Ensuite, il n'y a plus grand-chose pendant un moment. Et il y a eu une deuxième émission par la même équipe qui s'appelle Chroma, qui parle de cinéma de manière plus large. C'est extrêmement drôle. Les gens qui font ça, donc Karim Debache, Jérémy Morvan et Gilles Stella, sont absolument hilarants. C'est très intéressant, c'est super chouette.
à regarder absolument. Crost et Chroma. Donc Crost est sur YouTube, Chroma est sur Dailymotion. C'est assez original pour le souligner. Pour ce qui est de la fiction qui a marqué, on va dire, En fait, ça m'embête un peu, mais je crois que tu as oublié la meilleure recommandation. Ouais. En fait, c'est quand même les rediffs de la chaîne Twitch de Évidemment, l'Université de Nîmes. Mais je gardais le meilleur pour la fin, à la base. Je gardais le meilleur pour la fin. Je quand même pas que tu l'oublies. Non, quand même vraiment pour passer un bon été, je pense. Pour passer un bon été, les rediffusions, évidemment, surtout la cahute. Non, évidemment, si vous voulez voir ça, il y a toutes les rediffusions de la chaîne Twitch sur la chaîne YouTube de l'Université de Nîmes. Et sur YouTube, on a une série qui a marqué l'histoire, je pense, de l'Internet français, voire de l'Internet tout court. Le roi de l'histoire. Le roi de l'histoire, mais aussi Le Visiteur du futur. Le Visiteur du futur, donc une série qui a été très 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 marquante, une série très bien réalisée. Alors les premiers épisodes, pour en avoir revu récemment, ont vieilli, on va dire. Mais ça reste une série passionnante. On voit une évolution absolument phénoménale. La première saison, c'est vraiment des gens dans un parc avec une caméra. Et voilà, la dernière saison, ça a été coproduit avec Ankama, avec France 4. C'est des productions exceptionnelles. Et c'est l'occasion d'en reparler puisqu'il y a un film du Visiteur du futur qui va sortir. Alors, je n'ai pas la date de sortie, mais le tournage s'est terminé récemment. Donc, si jamais vous voulez vous rattraper sur un des monuments de l'Internet français, le Visiteur du futur, c'est l'occasion de découvrir ou de redécouvrir ça. Évidemment, avec le Visiteur du futur de la même équipe, vous avez aussi la théorie des Balls, qui est une série complètement déjantée où un mec propose une théorie psychoquantique en mettant en lien la psychologie et la physique quantique. Ça n'a aucun sens et c'est pour ça que c'est génial. Donc du coup, n'hésitez surtout pas à regarder. Et puis derrière, je pense que le mieux sur YouTube, sur Internet, ça c'est des recommandations que j'aime beaucoup. Évidemment, je n'oublierai pas le joueur du grenier qui tient la barre, qui a sorti sa vidéo des 11 ans là, assez récemment. Il vient de sortir une vidéo sur Tomb Raider, donc des chroniques qui parlent de vieux jeux pourris généralement. C'est très sympa, c'est des très très belles productions, c'est très drôle, donc voilà. Et puis moi, ce que je peux vous recommander, c'est surtout de chercher des choses qui vous plaisent, des sujets qui vous plaisent. Si vous avez un vidéaste que vous aimez bien, regardez avec qui il a fait des collaborations. Oui, on a dans le chat, on a quelqu'un qui nous dit Décrac en force, bien sûr, les frères Décrac qui sont à l'origine du Visiteur du futur. Évidemment, ce sont des gens formidables. Et surtout, voilà, regardez des choses qui vous plaisent. Si vous avez des vidéastes que vous aimez bien, regardez avec qui ils ont fait des collaborations, cherchez des sujets, soyez curieux. Et c'est comme ça, je pense que vous trouverez le plus de choses qui seront appropriées, des contenus qui sont pour vous. Et puis, on est sur Twitch, donc des petites recommandations Twitch. Alors, je vais faire des recommandations qui sont assez générales, parce que moi, c'est des streamers que j'adore. La bande Antoine Daniel, Ponce, Rivenzi, Ultia, Étoile, la bande de Ponce La Switch, on va dire, qui sont tous vraiment excellents en stream. Je vous recommanderais aussi, alors ça c'est une recommandation personnelle, c'est une chaîne que j'apprécie beaucoup, pour les gens qui ont connu dans leur enfance Yu-Gi-Oh! Il faut savoir qu'il y a une grosse communauté Yu-Gi-Oh! Sur Twitch. Je vous recommande notamment la chaîne de Super Zulu qui fait des émissions qui sont super bien produites, très très sympa en plus. Il est adorable, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil à tout ça. Et puis sur Twitch, encore une fois, vous pouvez trouver plein de choses. Vous pouvez trouver de la politique. La semaine dernière, je parlais de Backseat, de Jean Massier. Vous pouvez trouver du jeu vidéo. Vous pouvez trouver de la vulgarisation. Vous pouvez trouver plein de choses. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder tout ça. Dans tous les cas, nous, c'est une de nos dernières émissions cette année sur Twitch. Donc c'est une expérience que maintenant on connaît un peu, qui a été très enrichissante. Je pense surtout quand on voit l'évolution entre les premières émissions et l'émission qu'on a aujourd'hui. Des fois, je trouve qu'on a bien progressé et que c'est assez sympa. D'ailleurs, on a alors K2Name, j'imagine, dans le chat qui nous dit magnifique cravate, Yannick. C'est ma plus jolie. Donc voilà, c'est vrai que nous, on a pas mal progressé, on a fait plein de choses. Là, il reste encore 2 émissions qui vont arriver cette semaine. Oui, tout à fait. Pour tout terminer. Je peux présenter celle de demain, puisque voilà, pour terminer, on aura la dernière du séminaire des doctorants. Vous savez, c'était une émission récurrente qu'on a fait tous les lundis entre midi et 2 depuis 1 mois et demi, 2 mois.
où en fait un des doctorants de l'université de Nîmes venait présenter son parcours, ses travaux, expliquer un petit peu ce qu'il faisait, pourquoi il le faisait et qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui de faire un doctorat en France, hein, en gros. Donc on a eu plein de très belles rencontres et donc demain pour la dernière on a un séminaire avec Diego Teles da Silva. Bon, du coup on ment un peu puisque ce sera plus un séminaire des doctorants, ce sera le séminaire du docteur puisqu'il a soutenu sa thèse vendredi dernier. Donc il est docteur depuis quelques jours et donc on va faire un séminaire un petit peu particulier puisque même si on va parler de son parcours, de ses travaux, on va aussi faire un débriefing de sa soutenance de thèse puisque finalement c'est quelque chose d'assez méconnu en dehors du milieu académique et même dans le milieu académique. Hein, on a pas mal d'étudiants, même doctorants, qui connaissent très peu, qui assistent à très peu de soutenance de thèse. Donc ça nous permettra un petit peu d'expliquer comment ça se passe. Bon, lui c'est une thèse en droit public hein, qu'il a soutenue, donc il peut y avoir des différences entre les disciplines. Mais voilà, donc l'idée c'est aussi d'apporter un petit peu d'informations sur le déroulement d'une soutenance de thèse et voir comment lui l'a vécu. Donc on se retrouve demain à 14h approximativement, puisqu'on va manger ensemble avant et normalement on devrait être à l'heure, mais le timing risque d'être un petit peu serré. Donc voilà, demain à 14h on se retrouve pour le séminaire des doctorants. Et donc la dernière, qui sera la dernière de la saison de la Web TV. La dernière de la saison, ce sera jeudi du coup à 14h aussi. Ce sera la dernière édition de la CAHUT. Donc vu qu'on sera le 15 juillet, le lendemain de la fête nationale, on parlera des fêtes nationales. Donc la fête nationale française, mais aussi les fêtes nationales en général. On s'est donné ce thème-là, donc on verra les chroniques qui vont ressortir. Pour l'instant, je ne sais pas encore les chroniques de tout le monde. Mais évidemment, ne ratez pas ça, ça va être sympa. En tout cas, si on peut la faire. Parce qu'on sait qu'il y a eu des annulations. Il y a eu quelques annulations de la CAHUT, effectivement. Pas volontaire. Donc la CAHUT, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une émission qui est faite par les étudiants de l'ASSO Histoire de l'université. Et donc vous avez à chaque fois choisi des thématiques différentes et vous discutez un petit peu. Chacun fait sa petite chronique sur un bout de la thématique. Généralement en fonction de ce qu'on aime bien, c'est-à-dire qu'on a... Dans les chroniqueurs, on en a un par exemple qui aime beaucoup le patrimoine, qui parle de patrimoine. On en a un qui aime bien parler de sources historiques un petit peu inattendues. C'est comme ça qu'on s'est retrouvé par exemple avec une chronique sur l'importance du timbre dans les régimes totalitaires. Et puis moi généralement, comme avec la Minute Geek, j'aime bien parler de pop culture, de jeux vidéo, de cinéma, de livres, tout ça. Donc on a des chroniques assez sympas. Plein de recommandations. En plus, généralement, vous repartez avec des lectures, des choses à voir, des choses à faire. Donc, c'est toujours très sympa. Donc, surtout, n'hésitez pas à jeter un œil quand vous en aurez l'occasion. Et d'ailleurs, je viens de me rendre compte que j'ai oublié de recommander mes films, parce que j'ai des films à recommander pour bien commencer l'été. Des films un peu sympas, un peu feel good. Alors, il y en a beaucoup, c'est des classiques, mais si vous ne les avez pas vus, ça vaut le coup. Un film que j'aime énormément, moi, c'est La folle journée de Ferris Bueller. Je ne sais pas si tu connais. Pas du tout. Folle journée de Ferris Bueller, c'est un film sur pour faire simple, c'est un film sur des étudiants qui décident de s'échapper de leur lycée. Et qui sont pourchassés par un proviseur, on va dire un peu antipathique. C'est un film qui est super sympa, très 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 chouette à regarder, à voir absolument. Un autre film que je me suis rendu compte que les films du studio Ghibli sont très connus, mais celui-là, les gens ont tendance de passer à côté parce qu'il n'a été réalisé ni par Hayao Miyazaki ni par Isao Takahata, mais par Yoshifumi Kondo, qui était du coup le réalisateur qui était vu comme le successeur de Hayao Miyazaki, mais qui malheureusement nous a quittés peu après la sortie du film. C'est un film qui s'appelle Si tu tends l'oreille, et qui parle de création, qui est très très chouette. Je crois que j'en avais déjà parlé dans l'émission, mais je le recommande parce que je l'ai revu récemment et je l'ai trouvé toujours aussi génial. Donc des petits films pour bien commencer l'été. Je recommanderais évidemment, que j'ai déjà recommandé Scott Pilgrim, parce que je ne le recommanderai jamais assez, parce que j'adore ce film. Et moi je suis en train de me les refaire en ce moment. C'est la trilogie Cornetto de Edgar Wright, Shaun of the Dead, Effectivement. Hot Fuzz, le dernier pub avant la fin du monde, et les équivalents américains de Shaun of the Dead, Zombieland, Bienvenue à Zombieland 1 et 2, qui sont des comédies complètement barrées avec des zombies. Donc il y a tout ce qu'on aime au final dedans. C'est bête, c'est débile, mais c'est débilement génial. Donc voilà, surtout n'hésitez pas à regarder tout ça pour vous reposer un peu le cerveau après une année qui a souvent été difficile, on le sait. Mais très bien, merci pour toutes ces recommandations qui sont très diverses dans plein de thématiques. Donc c'est vrai qu'on peut se retrouver
dans plein de choses. Et puis, voilà, nous, on a fait le choix de la plateforme Twitch cette année pour lancer un nouveau média. Donc, n'hésitez pas aussi à aller vous balader sur Twitch. C'est beaucoup de jeux vidéo, mais il y a aussi plein d'autres choses. Il y a beaucoup d'actions en matière de vulgarisation scientifique, des discussions sur des sujets de société aussi, si vous n'êtes pas trop jeux vidéo. Si vous êtes jeux vidéo, il y a un choix qui est assez incroyable sur la diversité de ce qu'on peut trouver dans les types de jeux. Donc moi, c'est voilà, si on peut recommander aussi. Donc nous, si on a fait le choix de la plateforme aussi, c'est parce qu'on aime bien cette plateforme. On trouve qu'elle permet beaucoup de choses, un contenu qui est très varié. Mais bon, voilà, l'origine de la plateforme, c'est le jeu vidéo et c'est très bien. Et il y a des très bonnes choses qui se font sur le divertissement autour du jeu vidéo, parce que finalement, il y a beaucoup de ça. Il y a beaucoup de gens qui jouent très bien aux jeux vidéo et qui ont une communauté parce qu'ils sont très forts, parce qu'ils arrivent à faire plein de trucs que nous, qu'on n'est pas capable de faire. Mais il y a aussi tout un univers du divertissement où en fait, on a des gens qui sont talentueux et qui pourraient divertir surtout. Ils ont fait le choix du jeu vidéo comme prétexte au divertissement et ça fonctionne extrêmement bien. C'est ça, ne vous limitez pas, ne vous dites pas, moi le jeu vidéo c'est pas un truc qui me parle beaucoup, vous pouvez trouver du contenu qui vous plaît sur Twitch, même du contenu vidéoludique, parce que souvent sur un stream, le jeu n'est pas forcément la première chose qu'on regarde, on va pas forcément voir quelqu'un parce qu'il joue à tel jeu, à moins qu'on soit en recherche vraiment de jeux de haut niveau. Donc, du coup, et puis, il y a toute une différence, c'est-à-dire qu'il y a certains jeux qu'on va voir parce qu'on y a joué ou qu'on y joue et qu'on a envie d'apprendre des choses sur ce jeu. Et puis, il y a le côté divertissement où on peut aller regarder quelqu'un jouer à un jeu auquel on n'a jamais joué, qu'on ne connaît pas du tout. Bon, après, certains jeux s'y prêtent plus que d'autres, effectivement, mais c'est tout à fait possible. Donc, nos invités ne vont plus tarder. Je pense qu'ils seront là d'ici quelques minutes. Donc on va vous proposer une petite pause, le temps de faire entrer le public et les invités. Donc on se retrouve, je pense, d'ici maximum 5 minutes, ici même. Voilà, à tout de suite. À tout de suite. Et rebonjour, merci de revenir avec nous après cette courte pause. Donc nos invités sont arrivés, donc on va pouvoir entrer dans la deuxième partie de l'émission. Et de toute façon, c'est toi qui vas la lancer, Yannick, puisque j'ai l'impression que tu as gagné un jeu. Donc, oui, tout à fait. Voilà. Donc on a dû se départager par un petit jeu pour savoir qui aurait le droit de poser la première question. Et j'ai défendu l'honneur des personnels de l'université avec brio, puisque j'ai gagné un Shifumi dantesque. Très bien. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être présents. On se retrouve avec Madame Anne-Sophie Barthès, qui est directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous faire l'honneur de votre visite et de votre visite sur ce plateau. Merci. Tout se passe bien. La visite se passe bien jusque-là ? C'est merveilleux. L'équipe est formidable. Voilà. On est venu en nombre parce qu'on est toujours ravis de se déplacer. Moi, quand je me déplace, j'invite toute mon administration. Voilà, ça surprend toujours, mais voilà, et j'ai comme ça un panel très varié de personnel très intéressé par ce qui se passe sur le terrain. Et jusqu'ici, franchement, c'était extrêmement à la fois informel et passionnant, c'est-à-dire tout ce que j'aime. Merci. Moi, je trouve que c'est une très bonne idée, Monsieur le Président. Je trouve que c'est bien de se faire accompagner sur les déplacements. Je voulais simplement vous adresser des remerciements aussi parce qu'on avait bien reçu votre message au moment de la création de la chaîne Twitch. Et merci beaucoup pour cette petite attention. On avait reçu un petit mot d'encouragement de Madame la directrice générale au moment du lancement. Merci beaucoup. Et donc, autour de la table, on retrouve également nos habitués, le président, Monsieur Benoît Rouag. Bonjour. Oui, bonjour. Moi, je suis un peu déçu parce que je passais voir le Shifumi en direct, mais bon, vous l'avez fait avant. Ah non, mais ça demandait beaucoup d'organisation. Il y avait toute une logistique autour. On s'est dit qu'on n'aurait pas le temps, donc on a fait ça avant. Mais la rediffusion est prête, c'est bon. Et donc, on retrouve aussi Nicolas Leroy, notre vice-président administration financière, relations internationales. Bonjour Nicolas. Et bonjour Yannick, bonjour Tom. Merci. Merci. Donc, première question, puisque j'ai l'honneur d'avoir remporté cette petite compétition. Je ne le rappellerai jamais assez.
Donc peut-être on s'est dit qu'on commencerait peut-être par une question assez générale parce que le public qui nous regarde n'est peut-être pas forcément très informé du rôle de tous les services du ministère, de la répartition des compétences. Est-ce que vous pourriez, c'est une question qui s'adresse à Mme Barthez bien sûr, je ne précise pas, mais voilà. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu quel est le rôle de la DGCIP et surtout comment se répartissent les missions entre la DGCIP, le reste des services du ministère et peut-être le rectorat aussi un petit peu pour savoir quels sont sur les missions globales nos interlocuteurs privilégiés par exemple sur les thématiques. Oui, tout à fait. Alors, en fait, un ministère est organisé un peu comme une université, c'est-à-dire qu'il y a un volet politique et un volet administratif. Donc, le volet politique est évidemment incarné pleinement par la ministre, mais également par son cabinet. Donc, il y a une quinzaine de personnes qui incarnent le volet politique de l'action du gouvernement en matière d'enseignement supérieur, de recherche et d'innovation. Et puis, pour décliner les décisions politiques, auxquelles nous sommes évidemment associés, que l'on nourrit, etc. Il y a donc une administration et au sein de ce ministère, il y a deux administrations, deux directions générales. La direction générale de la recherche et de l'innovation, qui est présidée par Claire Giry, et la direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle, que je dirige. Et donc dans cette direction générale, dite DGCIP, on trouve au fond deux grands sujets. Le sujet, si je simplifie un petit peu les choses, on trouve le sujet stratégie des établissements. Voilà, on accompagne les établissements dans leur stratégie. Évidemment, ce n'est pas nous qui la définissons, mais on dialogue avec l'établissement pour lui permettre de déployer sa stratégie. On lui demande également, dans sa stratégie, de déployer des politiques publiques qui nous paraissent importantes. Donc ça, c'est un premier volet. Et l'autre sujet, qui est l'autre grand sujet de la direction générale, c'est l'orientation et la réussite des étudiants. Donc ce sont toutes les questions d'orientation, mais également de qualité des diplômes et de vie étudiante, de qualité de la vie étudiante, de bien-être, etc. Donc ce sont tous ces sujets que nous embrassons d'un point de vue administratif. Alors le rôle du rectorat dans tout cela, le rectorat c'est le bras armé du ministère sur le terrain. Pardon, Khaled est ici, Abdallah, que je salue en toute amitié. Pardon de dire que tu es le bras armé, mais c'est comme ça que je pense à toi quand... Mais c'est évidemment extrêmement important parce que nous, au sein du ministère, nous avons des idées, une politique que l'on conduit, mais on veut toujours que sur le terrain, évidemment, cette politique puisse s'adapter au plus près de ce qu'est ce terrain. Et justement, le rectorat, notamment, est un parfait relais de cela. Il nous alerte lorsque des idées que nous pouvons avoir doivent être un petit peu ajustées ici ou là, ou au contraire, il nous dit allez plus loin, parce que là, on a une université, celle de Nîmes par exemple, qui, sur toutes les questions de réussite et de vie étudiante, est très allante. Donc on pourrait même tester des choses dans une université comme celle-là. Voilà. Merci pour votre réponse. Et du coup, dans cette idée d'expliquer le rôle, pour les étudiants qui sont dans la salle ou qui nous regardent sur Twitch, est-ce que vous pourriez éventuellement donner un exemple d'action que la DGCIP a pu mener cette année qui a un impact sur le quotidien des étudiants ? Oui, alors peut-être toutes les mesures d'accompagnement des étudiants durant cette période de précarité. Alors nous, ce que l'on essaie toujours de faire, c'est de ne rien imposer, mais de permettre à tous les établissements de se saisir d'outils qu'on met sur la table, si j'ose dire. Donc on a beaucoup parlé avec certains étudiants tout à l'heure de leur engagement pour garder le contact, y compris via le sport. Eh bien, l'État, donc le ministère et la DGCIP, ont par exemple permis le déploiement de beaucoup de tutorats étudiants. Alors nous, on dit aux établissements, je vous donne cet exemple très concret parce qu'on dit aux établissements, voilà, on va financer du tutorat, voilà, on va vous soutenir là-dessus, allez-y. Et tout est dans le allez-y, c'est-à-dire que Benoît, ensuite, et il nous l'a confirmé tout à l'heure, il s'empare de ce dispositif à sa manière, parce qu'il connaît ses étudiants, il connaît ses difficultés, il connaît là où finalement les étudiants vont plutôt pas mal et où on n'a pas nécessairement besoin de mettre l'accent, et donc il a adapté ce dispositif du tutorat au plus près. Et puis ensuite, tous les dispositifs aussi du ticket U à 1 euro, le chèque psy, c'est une bonne... C'est une parfaite illustration, c'est-à-dire qu'évidemment, on se rendait compte des difficultés psychologiques, notamment que rencontraient les étudiants, et surtout, ça a parfaitement révélé combien nos services de santé universitaires n'étaient pas toujours suffisamment armés pour répondre à cette détresse psychologique étudiante.
Donc nous avons, enfin le nous étant la ministre, a dit on devrait créer des chèques psy, comme il existe des chèques emploi, des chèques resto, des chèques voyage, un chèque psy. C'est quelque chose que tout le monde comprend instantanément et donc que tout le monde peut s'approprier assez facilement. Mais entre l'idée que je viens de résumer en 3 mots et son déploiement, il y a des dizaines de personnes au sein du ministère qui ont réfléchi, qui ont œuvré pour créer la plateforme, pour contacter des psychologues de ville, etc., etc. Et au final, on en parlait tout à l'heure, et une étudiante le disait, ce dispositif chèque psy, dont la ministre a annoncé la reconduction à la rentrée, a très bien marché. Voilà. Donc voilà 2-3 exemples très concrets de ce qui peut jaillir dans notre imaginaire, dans notre esprit au ministère et concrètement se déployer sur le terrain. Peut-être que nos autres invités ont d'autres questions. D'habitude, en fait, il y a que moi qui pose des questions. C'est pour ça que je lui demande si c'est à moi, en fait. On a bien travaillé là. Non, une petite question qui pourrait intéresser les étudiants, parce que c'est vrai qu'on essaie cette émission, elle est aussi importante pour informer les étudiants de tout ce qui se passe, etc. Et une question qui les questionne aussi, c'est leur devenir professionnel. Et avec ta venue, encore une fois, merci beaucoup d'être venu avec toute l'équipe. On pourrait se poser la question, mais comment on en arrive à être directrice d'une direction générale? Non, mais quel est le parcours? Non, mais c'est important parce que comme on pourrait très bien poser la question à monsieur le recteur qui est là. On pourrait très bien me poser la question comment je fais pour être président. Pas toi, Yannick. Mais voilà, une directrice, comment on arrive? Quel est ton parcours? Ça peut être intéressant d'en dire quelques mots. Oui, merci Benoît. Je pense sincèrement qu'il n'y a pas un parcours, ce sont évidemment des hasards de la vie. Donc au départ, je suis professeur de droit à l'université. J'ai exercé beaucoup de fonctions de direction au sein de mon université. J'ai été doyen de la faculté de droit, autant dire une espèce de mythe, une espèce de consécration dans une vie professionnelle. Et puis vice-président d'université très longtemps. Et puis j'ai présidé une commu. Tout ça dans une université dont un président antérieur est devenu à l'Élysée le conseiller d'Emmanuel Macron en matière d'enseignement supérieur, de recherche et d'innovation. Et donc c'est par ce biais-là que j'ai intégré le cabinet de la ministre, donc en mai 2017. Il cherchait une conseillère ou un conseiller en charge de la formation, et donc je suis rentrée, donc, je vous raconte ça parce que pour montrer le hasard de la vie. Voilà, donc je suis entrée au cabinet de la ministre sans rien connaître de tout cela en mai 2017. Et au bout de 2 années, où la question a pu se poser de la direction générale de l'administration, il m'a semblé extrêmement intéressant, alors que ça fait plus chic de dire je suis en cabinet ministériel que je suis à la tête d'une administration centrale. Mais moi, je m'amuse 10 fois plus à la tête d'une administration centrale parce que là, on fait vraiment des choses. On est à la tête d'une équipe formidable. Et je trouve que les choses sont beaucoup plus concrètes et beaucoup plus amusantes, enthousiasmantes qu'auparavant. Donc voilà, c'est très, très, très rapidement résumé, mais la manière dont je suis arrivée là. Et dans une administration telle que celle-ci ou d'autres, est-ce que le turnover, est-ce qu'il y a du turnover ou pas? Et est-ce que c'est lié peut-être plus à une personnalité qui peut être une ministre ou bien plus à une orientation d'un ministère? Alors, c'est une question un peu embarrassante. Non, mais tu as raison de la poser. Généralement, mais au fond, c'est comme toi quand tu es devenu président. C'est exactement la même chose. Donc, quand un ou une nouvelle ministre arrive, en général, mais ce n'est pas une obligation, il change son équipe politique, donc son cabinet. Il peut garder quelques membres, mais en général, tout le cabinet change. Comme toi, quand tu deviens président, en général, pas tous, si tu t'entendais bien avec certains auparavant, etc., ou je ne sais quoi, tu peux garder 1 ou 2 vice-présidents précédents, mais en général, tu changes ton équipe politique. Ensuite, on se tourne du côté de l'administration. Et donc, côté administration, le ou la nouvelle ministre se pose la question, est-ce que pour conduire la politique qui est la mienne, je conserve cette équipe de direction d'administration centrale? Là, c'est moins automatique un changement qu'un cabinet ministériel, mais évidemment, il n'est pas rare du tout qu'un nouveau ministre, une nouvelle ministre souhaite, pour marquer de son empreinte son arrivée, et ou parce qu'il considère que ce directeur général ou cette directrice générale
fera moins bien le travail qu'une autre, eh bien, change aussi cette direction générale-là. En fait, c'est comme nous. En fait. C'est exactement pareil. Je me rappelle de discussions que j'avais eues avec toi quand tu étais arrivé à ce sujet. Je prends le relais. Pour venir un petit peu parler d'actualité, depuis que vous êtes à la DGCIP, vous n'avez pas été dans une situation très confortable puisqu'il a fallu gérer la crise sanitaire. Donc c'est une question en lien avec la crise sanitaire. Connaissant l'université, vous la connaissez bien avant la crise sanitaire, comment vous envisagez l'université après la crise sanitaire? Déjà, en termes de formation, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites pendant la crise sanitaire, le numérique, etc. On avait des a priori avant la crise sur le numérique. On pensait qu'il y avait vraiment un gros potentiel pour différentes raisons. La crise a montré qu'il y avait des choses auxquelles on croyait qui ne sont peut-être pas forcément pertinentes. Comment vous voyez les choses, vous en tant que directrice, peut-être la DGCIP de manière plus globale? Alors, sur cette question, j'ai pas mal répondu la semaine dernière, mais je vais le redire. Parce que j'ai réfléchi évidemment à ce qui s'était passé depuis 1 an et demi. Au fond, il y a 2 périodes. La première période, c'est celle donc, du printemps 2020. Printemps 2020, personne ne s'attend à ce que les établissements ferment. Alors d'ailleurs, ils ne ferment pas complètement puisque la recherche se poursuit, etc. Mais en tout cas, personne ne s'attend à ce que du jour au lendemain, tout bascule en distanciel. Mais c'était une période qui était, particulière pour plusieurs raisons. D'abord, la contrainte était stable. Vous savez que pendant 2 mois et demi, il n'y aurait que du distanciel. Elle était connue, cette contrainte, et elle avait un terme. On ne pensait pas évidemment que tout ça se poursuivrait. Mais enfin, elle avait un terme dans notre esprit, en juin ou fin mai, je ne me souviens pas, ça se terminait. Du coup, le sujet, donc là, nous, on était, la DGCIP, en dialogue quotidien, vraiment, et très très fort avec tous les établissements, et je remercie beaucoup de ceux qui sont là aujourd'hui et qui sont restés à Paris aussi, d'avoir été aussi réactifs et aussi là pour répondre à toutes les questions. Mais les questions, elles n'étaient pas tellement... Elles étaient un peu sur comment on organise des examens à distance, sur... Enfin, j'avais aussi comment on nettoie un micro-ondes sans laisser de bactéries, l'alerte incendie. Alors ça, j'ai eu 10 fois cette question. Comment on organise l'exercice d'alerte incendie alors que, voilà, tout est fermé, etc., etc. Mais la question, elle n'était pas celle de la transformation. La question, elle était celle de comment on tient. Et je vais vous montrer, moi, établissement, et même nous, État, on va vous montrer comment on tient. Et comment on est capable de se dépatouiller de ce qu'on rencontre là. Et ça a tenu, et ça a été formidable. On en est ressorti épuisé, mais presque heureux et surtout fiers. La seconde période, très différente. La seconde période, contrainte instable. Nous, on était incapables de dire ce qui allait se passer dans les 3 semaines qui venaient. Une contrainte, donc, instable dans le temps, instable dans son contenu. C'était pas que du distanciel, ça aurait été, j'ose dire, trop facile, c'est un grand mot, mais l'hybride est beaucoup plus difficile à organiser que le tout distanciel ou le tout présentiel. Et là, tout d'un coup, les choses moins drôles, avec effectivement là des établissements qui se demandent comment durablement les méthodes d'enseignement ou d'apprentissage vont changer. Donc le but n'était plus de montrer, regardez comme je suis agile, adaptable, créatif dans la recherche de solutions, etc. Là, c'était, ah oui, on comprend qu'on en a au moins pour l'année universitaire, comment je renouvelle complètement ma pédagogie, etc. Donc c'était un état d'esprit qui était complètement différent, et j'en viens à votre question, mais ça ne me paraissait pas inintéressant de dire tout ça avant. Qu'est-ce qui va en rester? Nous, notre objectif, on caricature beaucoup, évidemment, cette bonne guerre, l'action du ministère. Bien sûr, le ministère souhaite que tout soit en distanciel, qu'il n'y ait plus de profs, qu'il n'y ait plus, etc. Évidemment, pas du tout. Mais en revanche, on veut mettre tout établissement en capacité de s'organiser pédagogiquement comme il le souhaite. Soit, et encore, quand je dis un établissement, c'est même tout enseignant. Voilà. Un enseignant peut demain décider de faire une partie de son enseignement numérique, ou pas une partie de son enseignement numérique, en plus de son enseignement en présentiel, un complément numérique. Parce qu'il faut arrêter de se dire que le numérique, c'est à la place du présentiel. C'est malin quand ça vient en plus, en réalité. Bref, donc mettre tout enseignant dans cette capacité-là, donc on soutient financièrement les équipements, des initiatives d'hybridation d'enseignement, de ressources pédagogiques, de mutualisation de ressources pédagogiques, etc. Et tout établissement aussi, s'il le souhaite. Mais en tout cas, nous, on n'impose rien. Et ce que je ressens quand je discute avec des établissements que je viens voir ou des enseignants, chercheurs avec lesquels je discute, c'est que quand même beaucoup ont vu, alors je veux dire, du côté de l'enseignant-chercheur, beaucoup ont vu qu'on pouvait enseigner autrement et que tout n'était pas à jeter de ce qu'on avait vécu.
Et surtout côté étudiant, alors je ne sais pas s'il y en a, oui, je vois mal sans lunettes, mais je les vois là, je les devine, avec lesquels on a discuté tout à l'heure. Un étudiant, et n'hésitez pas à dire si je me trompe, mais un étudiant a aussi vu, alors il y a des étudiants qui allaient très 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 mal, mais d'autres qui ont vécu cette année difficilement, mais pas de manière dramatique. Et ceux-là ont quand même vu qu'on pouvait aussi apprendre différemment, qu'on pouvait avoir accès à l'enseignement supérieur différemment, pas tous en même temps forcément. Et donc je suis convaincue que l'étudiant demain aura un rapport différent avec cet accès, et donc demandera à son établissement d'être en capacité de l'accueillir, lui en particulier, soit parce qu'il veut faire un cursus droit philo, soit parce qu'il veut faire un cursus de droit classique, mais il travaille à côté, il est engagé dans la vie associative, il est en situation de handicap, il est sportif de haut niveau. Et donc que l'établissement soit en capacité de lui offrir des contenus accessibles, modularisables, je ne sais pas si le terme existe, flexibles en tout cas. Voilà, et je pense donc que non seulement les méthodes d'enseignement ont changé, mais que le rapport de l'étudiant à l'accès au savoir a changé, sans compter l'accès à la vie étudiante, qui, à mon avis, est bouleversé pour de nombreuses années. Voilà. Ouais, c'est vrai que, en tout cas, on le perçoit tous à nos différents niveaux, la différence de fonctionnement, notamment pédagogique. Et en fait, nous, ce qu'on s'est aperçu, c'est que si on n'a pas un lien fort et assez régulier avec les équipes pédagogiques, nous, à notre niveau de la direction, on perd très rapidement le fil. Et après, pour rattraper l'affaire, c'est compliqué, d'où un management un peu resserré. Vraiment en cohésion totale avec l'ensemble des équipes pédagogiques. Alors nous, on peut se le permettre par rapport à notre configuration, ça va être plus compliqué sur les autres établissements. Question qui m'intéressait, alors là pour le coup c'est à titre personnel en termes de management, c'est qu'il faut reconnaître que la direction, et toi notamment, tu as été extrêmement présente aux côtés des présidents d'université. Ça par contre, il est important de le dire aussi, puisque pendant la crise, on avait des réunions extrêmement fréquentes au niveau de la CPU, donc la conférence des présidents d'université. Et à toutes les réunions, tu venais pour répondre à des questions dont tu n'avais pas forcément tout le temps la réponse et qui pouvaient être extrêmement différentes d'une grande université telle qu'Aix-Marseille à une petite université. Et donc ça d'une part, publiquement, je dirais pas au nom des présidents, mais en tout cas en mon nom propre, je tiens à t'en remercier parce que c'était extrêmement réconfortant et surtout rassurant parfois d'avoir ce rapport direct qu'on n'a pas tout le temps à la CPU, il faut bien le reconnaître. En temps normal, vous venez beaucoup moins régulièrement. Et ça, c'était quand même assez précieux pour nous parce que même si les directives mettaient un peu de temps à sortir, mais ça, voilà, c'est comme ça, c'est le labyrinthe, on va dire, administratif, on avait quand même un certain nombre d'informations qui nous permettaient d'avancer dans la gestion compliquée de cette période. Et donc, la question que je voulais poser, c'est comment vous, alors du coup, vous, au niveau de la direction, vous arrivez à gérer quand même alors, nous, on n'a pas été très pénible parce qu'on n'a pas cette culture d'appeler systématiquement la DGCIB, mais je suppose qu'il y en a qui doivent le faire. Comment vous arrivez à gérer, vous, cette incertitude que nous, on avait, mais vous, encore plus, avec les demandes assez fréquentes des établissements, sachant que parfois, alors on est un peu embêtant, là, je le dis aussi, parce qu'on va vous demander qu'est-ce qu'il faut faire, et puis parfois la réponse, on dit, ouais, attends, nous, on est autonome, donc on fait ce qu'on veut. Ce juste milieu, ça ne doit pas être évident quand même à vivre en fait, et enfin, c'est juste comment avec ton équipe, probablement, je suppose que ça ne se fait pas tout seul, je le vois moi à mon niveau, ça se passe. Hors Covid, le charme de cette fonction, c'est cette ligne de crête entre des établissements qui nous disent tout le temps on est autonome, fichez-nous la paix, mais dès qu'il y a quelque chose, c'est 2 semaines après, mais quand même, si vous pouviez nous écrire ce qu'on doit faire, je caricature les deux, hein, voilà, mais c'est un petit peu vrai. Ou alors, moi je sais ce que je veux faire, mais par rapport à mes équipes, etc., j'ai besoin que tu m'écrives quelque chose. Voilà. Et quand je dis le charme, c'est un complément, évidemment, que je fais de cette ligne de crête, que je comprends tout à fait. Alors, en période Covid, ce qui était compliqué, là encore, je redonne les 2 périodes. Pendant la période de stabilité de la contrainte, c'était là les questions sur le micro-ondes, etc., sur l'alerte incendie, sur des choses, enfin, pardon de dire beaucoup plus importantes, parce que l'alerte incendie, c'est important, mais enfin bon. Là,
dans nos directives ou foires aux questions, etc., on ne répond jamais à tout, parce qu'on pense, j'avoue qu'on n'avait pas pensé à écrire le nom du produit. Enfin, on s'est renseigné, d'ailleurs, du coup, je ne sais même plus comment, enfin bon, sur le produit micro-ondes, etc. Mais au fond, ce que je disais toujours aux référents Covid, parce qu'on réunissait les référents Covid, c'est vous n'aurez pas réponse à tout. Nous non plus, d'ailleurs, c'est très bien que tu dises que je n'avais pas du tout réponse à tout, c'est tout à fait vrai. Ne perdez pas votre bon sens. Et c'était très difficile de ne pas perdre complètement son bon sens dans cette période-là. Donc on leur disait, je ne sais pas, réfléchissez, mais il y avait toujours la crainte de la responsabilité, et si je fais de la part de l'établissement. Bon, mais quand même, on ne peut pas avoir réponse à tout, on ne peut pas, si j'ose dire, se sécuriser juridiquement sur tout, parce qu'ensuite c'est la vie, qu'est-ce que vous voulez, mais au moins le bon sens, et voilà, le bon sens. Pendant l'autre période, la période où on ne savait pas nous-mêmes ce qui se passait sanitairement dans les 3 semaines qui venaient, et où là, des établissements nous disaient, bon, qu'est-ce qu'on fait dans 6 mois, est-ce que je peux me lancer là-dedans? Là, c'était très compliqué. Surtout que nous, on a évidemment toujours plaidé pour qu'il y ait le plus de présentiel possible. On a montré combien les étudiants, et c'est vrai, étaient responsables, etc., etc. On s'est vraiment battu pour cela. Et au bout du compte, les universités et les écoles, évidemment, d'enseignement supérieur, ont été parmi les lieux qui ont le plus accueilli en présentiel d'étudiants. Donc voilà. Mais ça, c'est une voilà, tout le monde se bagarre, si j'ose dire. Enfin, le terme n'est pas le bon, mais enfin, tout le monde argumente, c'est mieux dit, tout le monde argumente pour, secteur par secteur, prouver que son secteur est plus important que celui de son voisin. Et que donc, s'il y en a bien qui doivent être là en présentiel, ce sont les étudiants, ce ne sont pas, etc., etc. Donc ça, c'est difficile à vivre, parce que c'est un petit peu difficile à vivre. Surtout, on est incapable de donner une visibilité à l'établissement. Et même entre le moment où nous, on rédige une circulaire en disant, voilà, sanitairement, on en est là, du coup, voilà ce que vous pouvez faire. Entre le moment où on le rédige, qui prend quand même assez peu de temps, et le moment où finalement, tu parlais de tuyauterie ou je ne sais plus, administrative, le moment où ça sort vraiment, il se passe un temps qui fait que sanitairement, ça peut aller un peu mieux ou un peu plus mal. Enfin, voilà. Donc là, c'était beaucoup plus, encore une fois, c'était beaucoup plus compliqué que bizarrement, si j'ose dire, que pendant la première période, qui était plus claire et plus stable, surtout. Alors, j'ai une dernière question, parce qu'après, il faudra qu'on stoppe, parce qu'on a un moment avec la presse par la suite. Votre venue, donc je dis votre, avec la délégation à l'Université de Nîmes, après quelques heures, est-ce que la vision que vous avez de Paris correspond un petit peu à la vision que vous venez de voir en d'autres termes, et quelle est votre impression un petit peu, mais de façon très générale, sur notre université? Parce que je pense que pour nos étudiants, c'est peut-être intéressant, et pour nos personnels aussi. Alors, donc d'abord, vraiment, merci à toute l'équipe, à toi Benoît, mais à toutes tes équipes, parce que vraiment cette visite est absolument passionnante. Alors, ça correspond à l'idée que j'avais de ton université, parce qu'on s'est beaucoup vu, parce qu'on s'est notamment vu il n'y a pas si longtemps sur la question du contrat qui lie l'université à l'État. Donc, lors de ce dialogue contractuel, on a parlé d'un certain nombre de projets, et tu nous as dit tes grands axes stratégiques. Mais tout à l'heure, en écoutant tous ceux qui ont pris la parole, je me disais que la semaine dernière, je disais que je n'avais encore jamais rencontré, donc maintenant ça a changé, mais je n'avais jamais rencontré de président ou de présidente d'université, c'est vrai, qui, lorsque je lui dis, moi j'ai toujours cette première question, parce que ça dit quelque chose. Quand il y a des nouveaux, des nouvelles, je leur dis, mais tu veux faire quoi? Tu as 4 ans devant toi, qu'est-ce que tu veux faire? On ne peut pas tout faire. Enfin, c'est comme moi, dans la fonction qui est la mienne aujourd'hui. Enfin, quelles que soient des fonctions de direction, on ne peut pas tout faire. Donc, quels sont les 2-3 trucs que tu veux vraiment faire pendant ton mandat? Jamais, jusque-là, jamais. Alors, en général, évidemment, je rassure tout le monde, la recherche vient tout en haut du panier, etc., etc. Donc, il y a toujours de longs discours sur la recherche. Ça va mieux, la formation vient quand même juste après. Mais alors, la vie étudiante, jamais. Jamais. Alors, personne n'est contre. Tout le monde dit qu'il faut qu'il soit heureux, etc. Enfin, on a un discours tout à fait formaté depuis des années. Mais enfin, ce n'est jamais la vie étudiante et la réussite étudiante sur le dessus de la pile d'un président. Et tout à l'heure, en vous écoutant, moi, quand je viens en déplacement avec mes équipes, je ne donne pas de programme. Parce que voilà, je dis à Benoît,
parle-moi de ce dont tu as envie de me parler. Voilà. Et que ça reste surtout très informel et très convivial. C'est pas une, j'allais dire, c'est pas une réunion de travail. Benoît me demande de l'argent, mais il ne me l'a pas demandé aujourd'hui. Quand il me demande de l'argent, il vient à Paris. Mais aujourd'hui, c'était pas ça. Et tout à l'heure, je me suis vraiment dit, je voulais le dire, mais on n'avait plus le temps, c'était la première fois qu'on avait une présentation vraiment aussi forte sur la réussite et sur la vie étudiante. Et parmi ceux qui m'accompagnent aujourd'hui, il y en a d'autres qui ont fait d'autres déplacements. Et c'est vrai que jamais personne ne met ça à ce point-là en avant. Et ça dit vraiment quelque chose. Et ça rejoint ce que disaient certaines de tes étudiantes tout à l'heure. Voilà, on est là, et je discutais aussi avec celle qui avait mis en place les protections périodiques il y a 2 ans déjà. En tout cas, elle a eu l'idée il y a 2 ans et elle a mis ça en place dans les toilettes. Je ne sais pas si elle est là. Il y a... Ah ben voilà, mademoiselle, il y a 1 année. Bon, bah, tout ça, vous me disiez tout à l'heure, vous êtes en psycho, oui, c'est ça, on parlait de psycho. Ben, je ne voudrais pas faire psycho ailleurs, parce qu'ici, on est bien. J'ai bien aimé votre terme, on est englobé. Parce que vous avez dit, je suis allée visiter l'université de Montpellier. C'est quoi? C'est Paul Valéry? C'est Paul Valéry et Nîmes. Elle ne t'a pas choisi tout de suite. Tu vois, elle ne t'a pas choisi tout de suite. Elle est d'abord allée voir les campus, que je trouve très malin. Et elle a eu cette phrase, elle nous a dit, ici, je me suis sentie englobée. Et je trouve ça très juste, très imagé. Et ça ne m'étonne pas qu'elle m'ait dit ça, parce que c'est ce que j'ai ressenti en écoutant les autres étudiants et étudiantes. Et ça, on ne le retrouve pas, ailleurs. Donc vraiment, et puis évidemment, le fait que vous soyez à taille humaine, l'agilité, réactivité, tu ajustes tes dispositifs facilement et au plus près. Enfin, c'est un rêve d'être président ici. Comment on devient président, Benoît? C'est pas mal. Yannick. Merci, du coup. Oui, donc, merci beaucoup. Merci beaucoup pour toutes ces réponses. Et c'est vraiment très éclairant sur votre rôle et sur la place du ministère, la répartition avec les universités. C'est vraiment très précis comme information que vous nous avez donnée. Donc on a une petite tradition quand même, nous, sur nos émissions Twitch, c'est que toute émission de plateau se termine par un jeu. Et même si le timing est serré, on va faire ça vite, mais on va faire un jeu parce qu'on ne déroge pas aux traditions. Donc c'est parti pour le let's play. C'est parti pour le let's play. Donc exceptionnellement, on sera 2 à poser des questions. C'est chacun pour soi. Il y aura certaines questions qui seront des questions de rapidité où vous pourrez répondre directement à l'oral, et d'autres questions qui seront des questions où on demande des chiffres, où il faudra écrire sur le papier, et on vous donnera 20 secondes pour réfléchir. Donc vas-y Tom pour la première question. Vous pouvez bien sûr réfléchir aux réponses dans le public, mais tout soufflage sera sanctionné par une exclusion de l'amphithéâtre. Voilà. Je préfère que ce soit clair. Mon numéro de portable est le 06 59. Et du coup, je vais enfin pouvoir découvrir ce plaisir sadique que tu as chaque semaine à nous poser des questions. Et on va commencer par une question du coup ardoise. Il va falloir écrire votre réponse. En quelle année a-t-on diplômé la première femme en licence? Pour information, si ça peut vous aider, c'est une licence de sciences. Non, le premier diplôme de licence donné à une femme, ce sera le point ira au plus proche. Oui, c'est compliqué. Allez, 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Allez, on retourne les tableaux, s'il vous plaît. Alors, on a 1905, 1850, c'est ça? 1800, pardon, et 1728. Donc, bon, les historiens tiennent leur place. Eh oui, effectivement. Hein. Let's go. La réponse, c'était 1868. Donc, pour information, c'était une licence de sciences à la Sorbonne et son nom était Emma Chénu. Voilà, pour la petite information. Tout à fait. C'est quelques années après le premier baccalauréat qui a été obtenu 5 ans avant, il me semble. Petite question de rapidité, cette fois-ci. On cherche un établissement dans le monde. Quel établissement est classé premier au classement de Shanghai? Il faut répondre. Au classement, non. MIT. Non plus. MIT? Non plus. Non, c'est surprenant aussi.
J'aurais dit Harvard aussi, mais en fait, les non. 3 ont répondu, on peut peut-être lancer un deuxième round éventuellement. Allez, deuxième round. C'est pas américain. L'Université de Pékin. Alors, on va donner un indice peut-être. Non, mais je pense qu'on va le dire. Donc c'était Oxford, je l'ai entendu dans le public, effectivement. Harvard arrive en 3e ou 4e, même derrière Yale, qui est devant. Et donc c'est Oxford qui, depuis 2 ou 3 ans, tient la première place. Bah, du coup, une petite question de rattrapage sur le classement de Shanghai. À quelle place est située la première université française? C'est au plus proche encore. Hein. Donc, vous pouvez écrire sur le papier. Il y a plusieurs feuilles si vous voulez changer la feuille. C'est un peu optimiste, madame la directrice générale. Ah, c'est optimiste. C'est un petit peu optimiste. Sébastien. C'est ça? Sur le dernier, oui, j'étais sur les chiffres de 2020. Ok, Ah oui. très bien. Oui, c'est celle-là. Tout à fait. Donc on est sur 14e. On voit que le quiz est mal préparé. Alors, du coup, là, on va chercher à nouveau une université, mais cette fois, on va être un peu plus historique, on va dire. Selon le Guinness Book des records, dans quel pays se situe l'université la plus ancienne de l'histoire? Attention à préciser, la plus vieille université qui a continué à enseigner sans discontinuité jusqu'à aujourd'hui. L'Italie. Donc, du coup... Non, On cherche un pays. Dans quel pays? On cherche un pays. Allez. Italie. Non. La Chine? Espagne. Non, non, Allemagne. non plus. Là, j'avais Pologne, là. Il y a beaucoup de gens qui soufflent quand même dans le public. Oui. C'est Je pas pense Pologne qu'on- non plus. On non. va arrêter là. Tu vas Un pouvoir peu plus donner- au sud, un peu plus au sud. Non, c'était au Maroc. Ah, mais oui. À l'université, alors je suis désolé pour la prononciation de Karawiyyin, probablement. C'est à peu près ça. Donc à Fès au Maroc, qui est considérée comme la plus ancienne université du monde, encore en activité aujourd'hui, et qui a été fondée en 859 par une jeune femme musulmane du nom de Fatima Al-Fari. Voilà, pour les informations. Oui, tout à fait. Oui, oui, c'est... Pardon? La licence n'existait pas. Je crois que c'était le DUG à l'époque. Ça doit être... C'est bien, ça situe l'âge. Voilà. Vous connaissez le mot. Nouvelle question. Alors là aussi, question de rapidité. Vous n'avez pas besoin d'attendre la fin de la question. Dans Italie. la série... Mais ça, c'est depuis hier soir que tu dis ça, Benoît. Ah oui, non. Il gagne pas toujours. Alors je sens qu'il y a eu tricherie. Il n'y aura pas cette question. C'est là que je peux marquer des points, en fait. Non, on ne m'achète pas. Dans la série à succès La Casa des Papel, quel pseudonyme en lien avec l'université est utilisé par le chef de l'équipe des braqueurs? Professeur. Ça souffle, C'est ça le souffle. Il y recteur. avait quand C'est le même, recteur délégué qui a eu la c'est ça. réponse. Non mais, du coup, on va dire que le point va au Un ministère. vrai bras armé. On va dire point ministère. Oui, oui, point Donc collectif. point collectif. Donc c'est bon. C'est ouvert à la tricherie parce que j'ai pas le courage de sortir le recteur délégué de l'amphi. Excusez-moi. Alors du coup, là, oui. ça va être une question de rapidité. On va rester dans les personnages de fiction en lien avec l'université. Vous pouvez me couper dans la réponse si jamais vous l'avez, dans la question si jamais vous avez la réponse avant que j'ai fini. Alors, dans les personnages on cherche un personnage de fiction qui est un docteur emblématique de la fiction. Strange. Non. House. Qui a été créé par Robert Louis Stevenson. Jekyll. Exactement, joli. Dr Jekyll et Mr Non, Hyde. ça, c'est la plus chic des réponses. Oui. Bravo. Joli, Ah tout non, à fait. avant même la Dr. fin de la Jekyll. question, chapeau bas. Oui, évidemment. La qui a spécialité de. créé une potion qui fait ressortir son mauvais côté, qui dissocie son bon et son mauvais côté, et qui a notamment inspiré Hulk. Voilà, je tenais à le dire. Oui. Tout à fait, tout à fait. Avant-dernière question, on est sur une égalité. Nicolas Leroy, Sophie Barthez. Donc toujours dans la pop culture, donc quelque chose de plus récent, avec un sitcom dont on a beaucoup reparlé cette année, dans la série Friends. Le personnage Ross Geller est docteur. Dans quelle discipline? Non, ah oui, putain, paléontologie. Bon, Marc, il va falloir sortir de l'amphithéâtre. Non, mais ça a été dit et très fort, puisque Marc a une grosse voix. Donc c'est point président, Point ça ira à l'université. Benoît. Merci, Marc. Donc c'était un docteur en paléontologie.
Et donc pour la dernière question, il faudra prendre les ardoises et je laisse Tom poser la C'est ça, dernière il va question. falloir vous départager. Donc c'est la dernière question. Est-ce que ce sera égalité? Est-ce qu'on aura un gagnant? Est-ce qu'on dit que la dernière question, elle vaut 3 points? Comme ça, tout le monde peut gagner. C'est Non, la mort, parce qu'en c'est la fait- mort subite. Là, oui, quoi, on a 2-1-2. 2-1-2, franchement. 2-1-2. On fait les tirs au but un peu si vous voulez. On fait petite séance à la fin. C'est à la mode en ce moment. Eh oui. Alors, question ardoise du coup. Quel âge avait le diplômé le plus âgé de l'histoire? Diplôme universitaire. Oui, diplôme d'université. Premier. Attends, pardon, petite précision. L'âge qu'il avait quand il a été Quand diplômé. il a Tout à reçu fait. son diplôme, c'est ça. Écoutez, pardon, j'essaye d'être au clair avec la question. On a une Non, égalité, mais il est normal. Je suis d'accord, la question Ah était non, mais je très vois que le imprécise. concurrent, La question était très imprécise. Au moment de son diplôme, bien sûr. Un indice, il est âgé. Un indice, c'est plus de 30 ans. Oui, bah, oui, On a 95, Oh, 98, on a et 95, 110. 98. Et ben c'est monsieur Leroy qui l'emporte, puisqu'il avait 96 ans. Mais non, c'est Monsieur Roig, à 98. Oui, mais 95 là-bas. 95, oui, 95. Il avait 96 Tout à ans. fait. Alors pour l'histoire, il 80. s'appelle Shigemi Hirata. Il a été diplômé de l'université de Kyoto. Il est né en 1919 et en fait, il a passé 11 ans de sa retraite à étudier la poterie et l'art céramique. Il a été diplômé à l'âge de 96 ans. Donc voilà, bravo à lui s'il nous regarde. Très bien, bah oui. Donc ça se termine sur une belle victoire de Nicolas Leroy, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Il laisse pas beaucoup de chance. On avait quand même des enjeux aujourd'hui. Bravo. Bien, il est temps de vous remercier. Merci beaucoup Merci à vous. pour votre présence et merci de vous être prêté à ce jeu. On espère vous revoir bientôt. J'imagine que l'invitation est déjà faite, mais c'est quand vous voulez pour revenir sur le plateau de la Web TV de l'Université de Nîmes. Merci à tous, merci à ceux qui nous ont regardés et ont participé sur le chat. On va arrêter l'émission ici. Merci beaucoup, à bientôt. Merci Merci. à vous. Merci.